Quand tu as sorti la marque, comment le public a réagi? Et les gens voient pas trop nécessairement cet artisanat. Donc nous, on essaie de dénicher ces artisans. Souvent, le Made in China est associé à de la mauvaise qualité, même dans l'horlogerie. Et pourtant, il y a une marque qui essaye et qui va, je pense, changer la donne. Atelier Wen. Je suis avec son fondateur Robin. Comment vas-tu? Très bien. Merci beaucoup de m'avoir invité, Clément. Je suis très heureux d'être là. Merci à toi. Ça fait plaisir que tu sois là. Ah oui. Et donc, aujourd'hui, on va découvrir ta marque parce que c'est vrai que tu comptes justement changer un peu tout ça. Exactement. Justement, tu es sur un positionnement prix et aussi, mais tu fais des montres vachement quali que perso, moi j'adore. Ma toute première question, c'est quand et comment a eu l'idée de créer la marque Atelier Wen? En fait, c'est une histoire qui est ultra personnelle et qui prend place sur plusieurs années. Okay. La marque, je l'ai créée en 2018 à la sortie de mes études, mais avant ça, il y a vraiment en fait tout mon historique en tant que collectionneur de montres. Okay. En fait, j'ai commencé à collectionner les montres quand j'avais 14 ans et pour mes 14 ans, mes parents m'avaient offert. Là, j'en ai 28. Donc, c'est vraiment il y a 14 ans pile. Voilà, tu vois. Et pour mes 14 ans, mes parents m'avaient offert une montre Seiko à quartz qui a déclenché quelque chose chez moi. Donc, je me suis mis à faire plein de recherches sur Internet et très, très rapidement, j'étais persuadé que si on était un vrai amateur de montres, il fallait avoir une montre automatique ou une montre à remontage manuel. Et donc, quelques semaines après, je suis allé voir mon père et j'ai dit papa, est-ce que je peux avoir 500 € pour m'acheter une Tissot? Ce à quoi il m'a dit non. Et ce qu'il trouvait, et a raison, que c'était assez déraisonnable de donner quelque chose d'aussi cher à un enfant. Mais bon, le fait est que je voulais quand même avoir ma montre mécanique, quoi. Et j'ai fait pas mal de recherches en ligne et je me suis rendu compte qu'on peut avoir des montres chinoises assez qualitatives, anciennes, avec des mouvements à remontage mécanique pour vraiment pas grand chose à l'époque, peut-être quelques dizaines d'euros. Et j'avais pas mal de chance parce que mes parents allaient très souvent en Chine. Et donc, en fait, j'ai économisé mon argent de poche pendant quelques mois et l'été qui a suivi, on est allé en Chine et j'ai acheté ma première montre chinoise, puis ma deuxième, puis ma troisième. Mais vraiment des montres qui coûtaient pas grand chose, qui coûtaient 100 yuan, ce qui à l'époque faisait 10-12 €. Ah oui. Et j'en ai acheté plein et j'ai commencé à en parler sur internet, sur des forums, Watch Music qui à l'époque était un truc assez gros et en anglais. En anglais, ouais. Et en fait, c'est même ça qui m'a appris à parler anglais, quoi. C'est vraiment le point de départ de tout. Et on n'était pas beaucoup d'étrangers vraiment à collectionner les montres chinoises, parce qu'enfin, faut avouer, ça peut paraître un peu bizarre. Et je suis devenu ami avec les modérateurs des forums et tout. Et après, pendant ma première année d'université, en fait, j'ai gagné une bourse pour aller étudier l'été à Pékin. Et là, par chance, je suis tombé nez à nez avec un des modérateurs de ce forum, qui était en fait un Canadien à la retraite qui passait ses vacances à Pékin. Donc coïncidence mieux que l'euro million, parce que c'était un magasin qui n'avait rien à voir avec les montres. C'était pas prévu, je savais pas qu'il était à Pékin, je savais encore moins qu'il était en Chine. Et juste on s'est vu et ce mec en fait il était super connecté et c'était un grand ami du directeur de la chambre horlogère chinoise à qui il m'a présenté. Et après en fait cette personne est devenue mon mentor. Et après, je suis retourné en Chine, ce coup-ci pendant 1 année et demie à l'université de Pékin. Et pendant tout ce temps-là, en fait, cette personne, qui est donc mon mentor, en fait, il m'a pris sous son aile et on a passé l'année à visiter tous les grands acteurs de l'industrie horlogère chinoise, donc les fabricants de mouvements, les horlogers indépendants, les retailers, les cadraniers, les artisans. Et là, en fait, vraiment, ce qui m'a touché, ce qui m'a sidéré, c'est au-delà de la qualité. Enfin, j'étais assez convaincu de ça puisque j'achetais ces montres chinoises. C'est vraiment l'aspect passion. C'est-à-dire que tu rencontrais des horlogers, des artisans, en fait, qui faisaient leur boulot depuis toute leur vie, depuis 40 ans, depuis 30 ans, et qui vivaient pour ça, quoi, qui étaient passionnés. Et on va dire la même passion que les marques suisses aiment te mettre en avant dans leur marketing. Et tu leur parlais vraiment, ils vivaient pour ça. Et bon, enfin, j'ai trouvé ça ultra touchant. Et quand je suis rentré en Europe, j'en ai parlé à mes amis qui aimaient les montres et puis ils m'ont tous dit non mais arrête, tu te fous de nous, on le sait bien, en Chine c'est des gamins dans des usines et ils gagnent $1 par jour et je disais non, c'est pas trop ce que j'ai vu. Ensuite bon, je dis pas que la situation est binaire, c'est pas blanc, c'est pas noir, il y a un peu de tout, mais je me suis dit ça serait quand même cool de faire une marque qui mette un peu l'emphase sur cet autre aspect-là. Et c'est vraiment là qu'est née cette idée. Donc après, voilà, j'ai lancé la marque avec mon associé qui est un autre Français, mais né à Hong Kong, vécu toute sa vie à Hong Kong, à la sortie de nos études. On a fait un Kickstarter en 2018 qui a plutôt bien fonctionné, ce qui nous a en fait permis de lancer la marque. D'accord. On est tous les deux partis à Hong Kong et voilà, on avait 22 ans et on faisait ça à temps plein dès le début. Ok. Voilà pour l'histoire de la marque. D'accord, mais donc en gros, le Kickstarter a lancé la marque en 2018. Ouais. Et maintenant, vous êtes purement indépendant.
C'est ça. Alors, ensuite, il y a eu plein de péripéties parce que bien évidemment, on avait levé, je crois, $100 000 US sur le Kickstarter et on avait l'impression d'être multimilliardaire. En réalité, ça couvrait à peine les coûts de prod, donc très rapidement, c'était compliqué. On a fait plein d'erreurs, on a essayé de lancer en Chine continentale, c'était une tannée. Bref, donc on a décidé à un moment de prendre une pause, on se rendait bien compte qu'on manquait d'expérience, qu'on manquait de structure, de rigueur. Mon associé a créé un autre business et moi je suis rentré en France pendant 2 ans. J'ai bossé pour un fonds d'investissement qui était un boulot ultra structurant. Et pendant ce temps-là, en fait, on a réfléchi un peu. Ok, on a un concept, on voit que les gens aiment bien ce concept, on voit que l'exécution est pas dingue. Qu'est-ce qu'on peut changer pour le rendre mieux? Et on a vraiment beaucoup réfléchi. Et après, en 2022, en fait, c'est là qu'on a sorti Perception. Qui du coup a bien pris et c'est là que je suis retourné à temps plein sur Atelier One et qu'on a vraiment proprement commencé à développer la marque. Mais pourquoi ce nom, Atelier One? Atelier One, en fait, donc vraiment le concept de la marque, c'est de célébrer l'artisanat et la culture chinoise. Et donc, si je devais résumer, en fait, on a vraiment envie de faire les meilleures montres chinoises possibles, quoi, de manière absolue. Et donc, initialement, on s'était dit, écoute, on fait des montres chinoises, donc ça devrait être un nom chinois. Donc on aimait bien cette idée de One, qui veut dire culture, Wenhua. Mais après, en fait, on a regardé l'équipe, il y avait des Français, il y avait des Chinois, et on se disait, c'est quand même un peu malhonnête, quoi, d'appeler la marque One, alors que c'est quelque chose d'assez mix. On avait un peu l'impression qu'on mentait sur le côté chinois de la marque, quoi. Donc on s'est dit autant avoir un nom en fait qui reflète vraiment qui on est, une équipe multiculturelle, donc atelier, le mot français atelier, et One, le mot chinois pour culture. Et donc en gros c'est l'atelier de la culture. C'est un peu notre idée d'explorer la culture chinoise à travers les montres. Mais tu parles de ton équipe, comment sont créées les montres? C'est un process qui est ultra compliqué parce que enfin, c'est à la fois très compliqué et à la fois très intéressant. Et fort heureusement, c'est très intéressant. C'est-à-dire que notre but, c'est vraiment, voilà, de faire ces meilleures montres chinoises possibles, que ce soit du côté qualitatif, mais aussi du côté créatif. Et donc, souvent, on se pose la question, c'est quoi le style moderne chinois en horlogerie? Et en fait, il n'y a pas de réponse, parce que c'est un truc qui n'existe pas. On est parmi les premiers à essayer de faire ça, et donc c'est pas comme si demain, je disais, ah tiens, j'ai envie de faire une montre de plongeuse inspirée suisse. Enfin, il y a déjà tous les codes qui sont là. Oui. Ou une montre de pilote inspirée allemande, j'ai tous les codes. Pour la Chine, il n'y a pas. Donc, en fait, ce qu'on essaie de faire avec notre designer, c'est vraiment, on trouve un fil rouge, et après, on cherche, en fait, à vraiment identifier et isoler des principes esthétiques, des normes culturelles, mais vraiment à leur état brut, que après on applique à la montre, mais la montre un peu comme canvas, comme format, comme toile blanche. Donc ce qu'on essaie de ne pas faire, c'est de faire du figuratif, donc de mettre des caractères ou des dragons ou du rouge ou du doré ou de faire le stéréotype, ça on veut absolument pas. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment on trouve un principe esthétique et après on essaie de l'appliquer à la montre. Donc un exemple, parce que ça paraît ultra abstrait quand je le dis comme ça, c'est que donc sur cette montre en fait, qui est inspirée en grande partie par l'architecture traditionnelle, la manière dont on a construit le cadran, en fait, c'est un ancien principe architectural chinois qui s'appelle Sun Mao. Et c'était un principe en fait qui consistait à faire des édifices en imbriquant les éléments les uns dans les autres sans l'utilisation de vis ou de colle. Et c'est comme ça en fait qu'ils ont construit des temples, des palais pendant des siècles. Et là en fait la manière dont on a construit le cadran, c'est exactement la même. C'est-à-dire qu'il y a une base. Sur cette base, on a posé le sous-cadran guilloché. Dans le sous-cadran guilloché, tu as des fentes dans lesquelles viennent s'insérer des index. Et enfin, dans les index, tu as également des fentes dans lesquelles en fait vient s'insérer un disque surélevé. Et tout s'insère de la même manière qu'avant, ils construisaient leurs édifices avec ce principe d'insertion, d'imbrication. Donc voilà, ça c'est un exemple de comment on traduit un principe esthétique à la montre. Mais c'est pas simple, hein, ça prend des mois et c'est vraiment compliqué. Mais bon, c'est excitant puisque t'as personne qui va te dire c'est comme ça qu'il faut faire ou comme ça qu'il faut faire. C'est toi-même tu définis ce que sera ce style et ça c'est plutôt cool. Et même tu vois, mais quand je regarde ta montre, il y a plein d'éléments qui rappellent des choses, tu vois, mais comme le fond de boîte, mais j'imagine que tu l'as pas mis pour rien. Non.
Non, ce fond de boîte, il est assez marrant. À la base, j'aime pas du tout les fonds transparents. J'aime vraiment les fonds solides. Mais quand on a demandé à la communauté, les gens étaient là, bon, je voudrais voir le mouvement. Donc on s'est dit, on va couper la poire en deux, on va faire un fond où tu vois une petite partie du mouvement et le reste c'est solide. Et la raison en fait pour laquelle on a mis ça, donc ça en fait c'est un lion gardien. C'est ces fameux lions de pierre que tu retrouves à l'entrée des temples et des palais. Et en fait ils sont censés garder l'entrée. Et nous on s'était dit bon, en fait l'arrière c'est un peu l'entrée de la montre, tu vois, tu vois le mouvement et tout. Donc un peu de concert avec cette idée d'inspiration architecturale générale, on a mis ce lion qui garde l'entrée de la montre. Et ce qui est assez marrant, c'est quand le rotor est aligné avec la fenêtre, t'as l'impression que le lion rigole. Mais ça fait une bouche. Ouais, et en fait, bon, ça c'est un peu plus fin, mais quand le rotor n'est pas aligné, t'as l'échappement qui est parfaitement aligné avec le lion. Et en fait, t'as l'impression qu'il a une boule dans la bouche. Et ça, en fait, dans la culture folklorique traditionnelle, c'est un signe de bonne chance. Donc, t'as souvent des représentations de lions avec des orbes dans leur bouche, entre leurs crocs. Et ça apporte la bonne chance. Donc c'était le petit truc. Honnêtement, ça s'est fait principalement par hasard, mais quand on avait vu, on s'est dit c'est cool comme histoire à raconter. Enfin, l'histoire de l'orbe. Ouais. C'est quoi comme mouvement à l'intérieur? Alors c'est quoi comme mouvement? En fait, c'est un mouvement qui est customisé, qui s'appelle SL 1588. C'est un mouvement dont l'attrait principal, c'est vraiment d'être très fin. Il fait à peine 3,4 mm d'épaisseur. Si tu prends un 28-92, si je te dis pas de bêtises, c'est 3,8. Un Miyota 90-15, c'est aussi plus. Et en fait, la raison pour laquelle il nous fallait un mouvement très fin, c'est que bon, le cadran est guilloché main. Guilloché main, ça implique enlever pas mal de matière puisque tu viens vraiment graver le métal, ce qui veut dire qu'il faut qu'à la base tu aies une épaisseur assez conséquente. Et j'aime vraiment beaucoup les montres fines, donc je voulais pas un steak de 12 mm. Et donc puisqu'on avait ce cadran qui était déjà un steak, il fallait vraiment avoir le mouvement le plus fin possible. Et c'est ce que ce mouvement nous permet de faire. En termes de performance, il est honnêtement assez normal. C'est une quarantaine d'heures de réserve de marche. Il sort de la fabrique à +-10, mais après on l'a vu sur 5 positions, donc il est plus autour de +-7. Mouvement assez normal, si ce n'est qu'il est très très fin. Tu parlais de guillochage main, mais vous faites appel à des artisans? Oui, c'est vraiment le point d'orgue de la marque, qui est que on veut travailler avec ces artisans pour justement montrer cet artisanat chinois. Et quand on y pense, il y a des siècles d'héritage d'artisanat, mais malheureusement l'attention elle est très aujourd'hui centrée sur ce qui se passe, on va dire peut-être dans un cadre plus géopolitique en instant actuel, et les gens voient pas trop nécessairement cet artisanat. Donc nous on essaie de dénicher ces artisans, et il y en a vraiment plein, et après on essaie de travailler avec eux pour voir comment en fait est-ce qu'on peut adapter leur savoir-faire au cadre de la montre. Et au-delà de l'adaptation du savoir-faire, c'est aussi, peut-être pas trop sur ce modèle, mais pour d'autres aussi, comment est-ce qu'on peut peut-être adapter l'esthétique à un cadre moderne et luxueux et horloger. Là sur celle-là, donc voilà, c'est du guilloché main. C'est vraiment pas anodin parce que c'est le seul artisan guillocheur main de toute la Chine et de toute l'Asie. Dans le monde, il y a qu'une trentaine de personnes qui savent faire du guillochet. La plupart, elles bossent pour Comblemine, donc la boîte de Kari Voutilainen, ou pour le sous-traitant de cadran de Breguet, dont j'ai oublié le nom, Metalem. Voilà. C'est très compliqué aussi parce que les tours à rose, donc la machine dont on se sert pour faire du guillochet, ne sont plus produites depuis très longtemps. Oui, donc il faut acheter des vieux tours à rose qui ont généralement plus de 100 ans. Mais ils sortent pas de Suisse, et déjà maintenant en Suisse c'est même très compliqué d'en trouver. Donc notre artisan en fait il a dû construire son propre tour à rose. Il parle pas anglais, il parle pas français. À l'époque il savait pas se servir d'internet, donc il a dû imaginer lui-même comment un tour à rose marcherait. Ce qui veut dire que son tour à rose est très différent. Donc il a obtenu des brevets pour ça. Donc il a vraiment une histoire et une ténacité assez incroyable. Et un cadran c'est entre 8 et 10 heures de travail. Et il y a un taux de rejet qui est assez monstrueux. Bah oui, parce qu'en fait, dès qu'on foire un peu le motif, on peut pas se reprendre puisque c'est gravé, donc ça part à la poubelle et faut recommencer. Mais quel est le prix? Le prix, bonne question. En dollars US, c'est 3288, ce qui à mon avis fait plus ou moins 3300 €. Et comme dit dans l'introduction, on parle souvent du Made in China, avec l'image que ça a, etc. Quand tu as sorti la marque, comment le public a réagi? Honnêtement, on avait un peu peur parce qu'on se disait
enfin, on voit comment on voit quelle est l'image du Made in China actuel. Enfin, faut pas se mentir, elle est très mauvaise. Donc on s'était dit bon, on fait un truc qui est cher, mine de rien. Enfin, le rapport qualité-prix, il est bon, j'y crois, mais la montre, enfin, faut pas se mentir, elle est chère. Et donc on s'était dit bon, enfin, est-ce que les gens vont nous suivre? Et on a été assez agréablement surpris parce qu'en fait l'audience sur laquelle vraiment on arrive à communiquer avec, qui sont plutôt des collectionneurs. Okay. Eux-mêmes, l'aspect Made in China est passé au second plan. C'est-à-dire que ce qu'ils regardaient avant, c'était tiens, c'est guilloché main. Et ça leur parlait, tiens, c'est de l'acier 904L, tiens, c'est un mouvement très fin et customisé, tiens, c'est un micro-ajustement très cool. Et ça leur plaisait. Et vraiment, ce public de passionnés, il était capable de dire, ok, je mets mes a priori au second degré, je vois que c'est une montre cool, donc je peux lui donner une chance. Et je suis content d'avoir un truc qui est différent. Et je savais pas qu'il y avait des montres de gamme chinoises. Et ça, c'est intéressant. Après, on a eu plein de réactions. Enfin, les classiques, c'est chinois, donc je m'en approcherai pas à moins de 10 mètres. Mais justement, d'avoir ce genre de réaction, bon, on trouve ça franchement dégueulasse. Mais aussi, ça nous réconforte aussi un peu dans notre mission que, enfin, il y a encore beaucoup de choses à faire, puisque s'il y a plein de gens juste sans même donner une chance au produit, disent non, c'est chinois, donc c'est vraiment nul et c'est toxique, faut pas s'en approcher. C'est bien qu'il y a un énorme boulot à faire pour changer les perceptions. Que les gens aiment pas la montre pour la montre, ça c'est complètement ok, quoi. Ça peut pas plaire à tout le monde, mais que les gens l'aiment pas pour des raisons idéologiques, on trouve que c'est pas terrible. Donc ça nous réconforte qu'il faut continuer, faire des montres de plus en plus cool, avec de plus en plus d'artisanat, avec de plus en plus de faits main, pour vraiment les mettre un peu devant le côté intenable de leur position. Mais ça, c'est vrai qu'une montre guillochée à la main à $3,000, enfin à un peu plus de $3,000, c'est très très bien placé. La moins chère qu'il y avait, enfin j'aime pas parler de ça parce que après ça fait un peu la montre bradée, mais la plus abordable qui avait été faite avant nous, c'était la Louis Erard édition spéciale avec le pattern un peu qui ressemblait à des cubes superposés. Et elle, je crois qu'elle était à 4,500. Et après, sinon, ce qu'il y a de moins cher en Suisse, c'est sûrement Lane. Mais Lane, c'est 11-12. D'accord. Et je crois que Sartori Billard, qui a un super rapport à qualité-prix, ça commence peut-être autour de 13 pour du guilloché main, 13-14. Donc, non, il y a clairement un aspect valeur où, ça, c'est clair. Enfin, ça prend du temps, faut être qualifié. Donc, ouais, ça coûte cher à faire. Est-ce qu'il y a une anecdote derrière un des modèles ou derrière la marque qui a marqué un peu plus que les autres, tu vois? On n'a pas fait des tonnes de modèles. Il y a Perception, il y a la montre porcelaine. Sur celle-là, vraiment, nous, ce qui nous a touché, c'est le travail avec l'artisan guillocheur, parce que pour faire ça, je pense qu'on peut pas être normal dans son esprit. C'est-à-dire que, enfin, je sais pas encore raconter toute son histoire, mais c'est une personne qui vient d'un milieu très très pauvre dans la campagne, qui a arrêté l'école au collège, qui a été envoyé bosser dans des usines en banlieue de Pékin, et qui très 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 progressivement et très lentement a pu un peu réussir à remonter la pente, qui après a réussi à décrocher un apprentissage, et qui enfin, quand il a atteint la trentaine, a terminé son apprentissage, il avait un boulot, on va dire, d'ouvrier qualifié. Okay. Et quand enfin il a atteint cette stabilité, un jour, un ami lui a montré en fait une boîte russe, donc de l'époque impériale, une boîte à cigares guillochée. Et il a décidé, sur un coup de tête, de tout abandonner. Donc ce pourquoi il s'était battu pendant 15 ans, du jour au lendemain, il a tout abandonné. Et il a dit, je vais être le premier en Chine à faire ça. Il n'avait aucune idée de comment le faire. Il n'avait pas d'argent. Il savait rien. Il a décidé de tout abandonner. Donc, pour pouvoir faire ça, dans son esprit, il faut être une sorte de génie fou, quoi. Et le fait de bosser avec lui, je trouve ça absolument sidérant parce que du coup, je l'ai rencontré cet été. J'ai passé une semaine avec lui et c'est vraiment une personne qui est extrême. C'est-à-dire qu'elle va bosser 7 jours sur 7. Dès 5 heures du matin, à ne faire que ça, avec une motivation, une concentration incroyable. Enfin, j'ai jamais vu ça.
c'est aussi une personne qui boit mais énormément, qui tous les jours descend une bouteille de Mao Tai. Donc le Mao Tai, c'est une marque de Baijiu. Le Baijiu, c'est l'alcool fort local, donc à 52%, et qui le matin est frais, et à 5 heures il se remet à bosser. C'est quelqu'un qui a pas fini le collège, mais qui peut te réciter par cœur des classiques de poésie, song, enfin des volumes de plusieurs centaines de pages. Donc c'est vraiment un génie super actif fou. Et ça, c'est quelque chose qui m'a sidéré. C'est-à-dire que quand j'étais allé le voir, je m'étais dit bon, ça va être un mec intéressant forcément, mais je m'attendais pas à ça, et vraiment j'étais par terre, quoi. J'ai jamais vu une personne comme ça. Enfin, on n'est pas construit pareil. Clairement, c'est un génie, et c'est impressionnant. Mais quels sont les futurs projets de la marque ? On en a plein. Alors ensuite, ils sont tous plus ambitieux et donc plus compliqués à faire. Donc ce qui fait qu'ils sont un peu encore tous dans le funnel de développement. En fait, vraiment, l'ambition à terme avec Atelier One, c'est encore une fois de célébrer l'artisanat et la culture. Pour nous, la manière de faire ça, c'est de faire les meilleurs mondes possibles. Donc on a vraiment cette idée où, de manière absolue, on veut faire juste les meilleurs mondes chinoises, point final. Et pour nous, ça implique de plus en plus de faits main. Donc notre vision sur le futur, c'est peut-être, on fera moins de montres, mais il y aura de plus en plus de composants faits à la main. Et un peu l'approche qu'on prend, c'est un peu une approche en escalier. Donc là, sur celle-là, on a le cadran qui est guilloché main. Mais sur la prochaine, on va avoir à la fois le cadran et le mouvement qui est fini à la main. Et sur la suivante, peut-être le cadran, le mouvement et le boîtier, etc., etc. Donc vraiment, on arrive à des montres qui, de manière absolue, sont là. Je vais pas dire c'est parfait parce que ça existe pas à la perfection. Tu peux toujours t'améliorer, mais sont là. Waouh, c'est l'incarnation un peu de cet idéal qu'on a. Donc ouais, on bosse sur pas mal de projets qui nous permettraient d'atteindre ça. Le premier, c'est un chrono, donc un chrono dérivé de perception, avec un cadran qui est assez incroyable puisqu'on mêle 2 artisanats, donc du guilloché et autre chose. Et cette autre chose, en fait, la personne qui le fait, c'est l'arrière-petit-fils du dernier fournisseur de cet artisanat pour la cour impériale de Chine, donc l'arrière-grand-père de cette personne qui le fait pour nous, et la dernière personne en Chine à avoir fourni ce genre d'artisanat à l'empereur, donc vraiment quelqu'un qui était très 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 fort, et on combine les 2 artisanats d'une manière qui n'a jamais été vue. Et ensuite, c'est qu'on a un mouvement qui est complètement fini à la main, avec des anglages arrondis, polis à la main, avec des angles rentrants, avec des vrais codes, quoi. Vraiment un truc qui prend 30-40 heures à faire, quoi. Et j'espère que ça sera cool. Enfin, ça devrait l'être. Ça fait depuis quand qu'on est dessus? Ça fait depuis mai 2022. Donc là, on est en novembre 23. Ça prend un peu de temps, mais tu vois, progressivement, on y arrive. Après, il y a tout à faire. Mais on voit que c'est très lent, mais ça monte. Et je sais pas, j'espère que d'ici fin 2024, on pourra enfin la montrer. Après, ce qu'on a d'autre, qui est très cool, c'est qu'on a une version full tantale de la montre. Donc, le boîtier et le bracelet, ce qui n'a jamais été fait auparavant. C'est-à-dire que AP avait sorti une Two-Tone Royal Oak Tantale et or blanc dans les années 90. T'es sûr que la tambour de LVMH? Ils ont fait une pièce unique, mais ils ont jamais produit de montre en série. Et pareil, FP Journe pour le feu Only Watch avait fait une pièce unique en full Tantale avec le bracelet en Tantale, mais jamais en série, quoi, que des pièces uniques. Et donc là, c'est vraiment une montre en série, tout en Tantale. Ce qui est très compliqué à faire parce qu'en fait, le Tantale est vraiment compliqué à polir. Et je t'avouerai qu'il y a eu une courbe d'apprentissage qui est aussi très longue. À la base, les fournisseurs qu'on approchait savaient pas comment le faire. Finalement, ils n'arrivaient pas à l'usiner. Puis après, ils ont réussi à l'usiner. Ils n'arrivaient pas à le finir. Puis après, ils ont réussi à le brosser. Après, à le polir, mais médiocrement. Et maintenant, à bien le polir. Mais ça fait plus d'1 an qu'on est là-dessus. Ça coûte aussi des budgets monstrueux parce qu'à chaque fois, il faut refaire des essais, acheter du Tantale. Enfin bref, c'est vraiment pas simple. Et on aura un cadran assez dingue avec ça. Donc pas du guilloché, mais un artisanat, enfin, vraiment dingue. Enfin, le cadran, je crois, prend 15 jours à faire. C'est vraiment, c'est un truc de malade avec un niveau de minutie vraiment, vraiment spécial. Donc non, ça, on est assez excités. Et enfin, dernier projet qu'on a en date, on est en train de collaborer avec un indépendant chinois qui est à la HCI, donc l'Académie horlogère des créateurs indépendants.
là où il y a les mecs comme Voutilainen, comme Johan et tout. Et en Chine, en fait, il y en a 2. Et on est en train de collaborer avec un de ces horlogers qui va nous fournir un mouvement spécial. Et nous, on fait le reste avec un boîtier très très cool, un cadran très cool, des aiguilles très cool. Ce sera vraiment une micro-série, c'est plus un peu une montre concept pour montrer, voilà, on parle de notre vision tout le temps, mais voilà ce que ça pourrait être. Ça serait une quinzaine de pièces, parce que l'horloger fait pas plus de 15 mouvements par an, mais elle sera sympa. Donc si vous voulez sur le site vous en procurer une, direction le site internet, c'est très important. Merci à toi, Robin. Merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à aller sur le site Atelier Wen. Je mets le lien du site et l'Instagram aussi. N'hésitez pas à cliquer sur la vidéo qui s'affiche et on vous dit à la prochaine.